Bonjour, bienvenue dans Les Belles Découvertes, le podcast qui vulgarise la recherche au sein de l'EM Normandie. Aujourd'hui, nous sommes avec Philippe Coruble. Bonjour Philippe. Bonjour. Tu es donc avocat et professeur en droit européen des activités maritimes et portuaires au sein du département Supply Chain Management et Sciences de la décision à l'EM Normandie. L'intitulé est bon? Tout à fait. Aujourd'hui, nous allons parler des grandes alliances mondiales. Tu vas tenter de nous éclairer sur la montée en puissance des entreprises chinoises dans les terminaux portuaires en Europe. Et sur le sujet du transport maritime conteneurisé, c'est un sujet que tu connais bien puisque tu as récemment publié un livre dessus. Est-ce que tu peux commencer par nous dresser un petit peu un panorama du transport maritime conteneurisé aujourd'hui dans le monde? Bien volontiers. Alors c'est évidemment un panorama qui est teinté d'actualité parce qu'en réalité ce sujet est devenu prioritaire dans bien des agendas. Les agendas des gouvernements, les agendas des consommateurs, les agendas évidemment des entreprises engagées dans la logistique et le transport. Mais le panorama, on peut dire pour essayer d'être le plus clair possible, il est caractérisé d'abord par une chose, la concentration des entreprises du secteur. Beaucoup ont fusionné, absorbé des concurrents, mais également, par contrat, s'allient avec des partenaires pour assurer un service mondial. Aujourd'hui, on a une dizaine d'entreprises très importantes dans le monde, parmi lesquelles les 5 premières assurent 60% du trafic mondial et qui en plus sont organisées en grandes alliances, ce qui est à la fois nécessaire, mais évidemment aussi des conséquences que nous mesurons tous les jours. Tu parles des grandes alliances, quelles sont-elles aujourd'hui? Alors, il y a 3 grandes alliances de transporteurs maritimes aujourd'hui dans le monde, qui domine environ 90% du trafic sur les grands océans. Donc je parle du trafic par conteneur, régulier, en ligne, entre les Amériques et l'Europe, l'Asie et l'Europe. Donc ce sont et puis bien entendu de l'Amérique à l'Asie. Donc ce sont les trafics principaux du monde. Alors précisément, eh bien, ces alliances mondiales, elles ont une très grande utilité. Je n'ai pas donné leur nom, mais il s'agit de The Alliance, Ocean Alliance et 2M. Elles regroupent les très grandes compagnies qui sont chinoises, européennes. Il n'y a pas de grandes compagnies maritimes américaines, elles ont disparu. Et elles assurent un service mondial. Donc elles ont une vraie utilité. Pourquoi ? Mais parce que la massification liée à la conteneurisation et à la globalisation des échanges appelait des tailles de navires extrêmement coûteux que seules quelques compagnies maritimes peuvent assumer financièrement, mais aussi un service mondial, c'est-à-dire qu'on doit pouvoir relier par des ports principaux dans lesquels vont entrer ces énormes porte-conteneurs les différents ports du monde. Autrement dit, il y aura des ports moins importants, mais depuis lesquels des navires moins importants vont apporter des marchandises qui vont être transférées dans ces grands hubs. Et ce service est assuré par, aujourd'hui, 24 heures sur 24, dans le monde entier, avec une régularité qui n'est possible que si on agit ensemble. Car en fait, en un mot, sur ces navires, les compagnies maritimes transportent les marchandises de leurs clients, mais également les marchandises des clients de leurs alliés dans l'Alliance. Ça permet donc plus facilement, plus régulièrement des dessertes qui permettent d'aller d'un bout à l'autre du globe et les consommateurs s'en portent bien. Tu parles des grands ports. On est bien placé à l'EM Normandie pour parler du cas Haropa Port. Est-ce que tu peux revenir un petit peu, parce que c'est une forme d'alliance aussi d'une certaine façon, à quoi sert cette alliance au territoire français? Alors je voudrais revenir sur le terme alliance, quand même, juste avant de parler d'Haropa. En fait, ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il y a eu un double phénomène au niveau des compagnies maritimes. Elles se sont concentrées en prenant le contrôle de concurrents, mais pas seulement, aussi en prenant le contrôle d'activités terrestres de logistique, voire aérienne, et je pourrais y revenir, pour prendre un contrôle de plus en plus étendu, y compris à l'intérieur des ports. Donc ça fait le lien avec ce que nous allons dire en prenant le contrôle de terminaux portuaires, et également de la chaîne logistique à terre, jusqu'au dernier kilomètre. C'est l'évolution actuelle. Et par ailleurs, eh bien, les ports ont affaire à des acteurs mondiaux. Donc il faut prendre la mesure du fait que dans la vallée de la Seine, et en gros, les 3 ports préexistants, Le Havre, Rouen et Paris,
ont fusionné pour créer une autorité portuaire unique, AROPA, qui veut dire également en anglais Harbour of Paris. Le message est pour l'international. Donc, je reviens un tout petit peu en arrière, mais très brièvement. J'ai insisté sur le fait qu'il y avait eu des fusions. Donc, on assiste plus rarement à des fusions de ports. AROPA en est une. J'y reviens. Très récemment également, le port de Zeebrugge et le port d'Anvers ont fusionné. Donc, ce n'est pas un phénomène tout à fait anodin, ni rare, mais quand même moins fréquent que les fusions de compagnies maritimes. Et, oui. Pardon, les petits ports ne peuvent pas survivre aujourd'hui, c'est ça qu'on dit ? Ah si, tout à fait. Là, nous parlons du trafic mondial conteneurisé en ligne, qui intéresse des navires d'une taille telle qu'il faut évidemment un tirant d'eau, des quais, des infrastructures, des grues, des portiques qui correspondent, et derrière, une desserte de l'Hinterland. Donc naturellement, ça restreint le nombre de ports. Mais ce qui est intéressant, et c'est pour ça qu'AROPA est une excellente idée, c'est que ces grandes alliances mondiales qui regroupent les très grandes compagnies maritimes, elles sont aujourd'hui un poids considérable dans la discussion avec les opérateurs portuaires à l'intérieur des ports et avec les autorités portuaires pour desservir tel ou tel port de manière privilégiée, avoir des services derrière qui leur correspondent, qui soient d'une qualité, d'une régularité suffisante. Donc elles pouvaient en quelque sorte tenir un discours exigeant. Il était donc nécessaire, pour répondre et rééquilibrer quelque peu la relation, de regrouper les forces. Et sur l'axe Seine, c'est une évidence. Un seul commandement, et qu'est-ce que ça signifie pour AROPA ? Bien, je crois que AROPA est définitivement le port de Paris, avec un point central au Havre, mais également les deux autres ports dans l'Hinterland. Et puis, la capacité surtout à commercialiser le port de Paris, le grand port de Paris, dans le monde entier, notamment en valorisant les surfaces disponibles pour l'implantation de grandes entreprises et d'entreprises logistiques le long de la vallée de la Seine. Car là, c'est un axe majeur du développement commercial de cette nouvelle entité, avec maintenant une voie unique pour représenter ce port et cet Hinterland. Je le disais en intro, ça fait quelques années qu'on constate que les entreprises chinoises prennent des participations, s'intéressent de plus en plus aux ports européens. C'est une vraie tendance ou c'est marginal ? Est-ce que toi, tu as pu étudier un petit peu ça dans tes recherches ? Oui, c'est une vraie tendance, et c'est une tendance normale. Alors, bien entendu, on peut revenir sur tout le discours de la route de la soie, qui est très important d'avoir ça en tête. C'est pas anodin. Il y a vraiment une politique publique d'un État qui est ce que l'on sait qu'il est, avec de l'argent public et des investissements massifs, y compris dans les ports européens. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'aujourd'hui, peut-être entre 10 et 15% des terminaux portuaires européens peuvent se retrouver sous contrôle d'entreprises publiques chinoises. Ça n'est pas anodin. Et d'ailleurs, c'est tellement peu anodin que la Commission européenne et le Parlement européen et le Conseil ont expressément visé la Chine comme étant un partenaire avec lequel il fallait désormais prendre un certain nombre de précautions. Et précisément dans le domaine des investissements directs, il y a un règlement européen qui permet de contrôler les investissements directs étrangers, en particulier, et notamment, dans les ports. Mais les exemples, on peut en donner de multiples. Il y a des terminaux portuaires sous contrôle chinois en Espagne, au Havre, et ailleurs, et en particulier au Pirée, à Athènes, où là c'est beaucoup plus significatif, puisque l'entreprise COSCO a pris le contrôle carrément de l'autorité portuaire. Et là, il faut bien distinguer deux choses. La présence d'entreprises chinoises peut être sous la forme d'une concession, et ça c'est temporaire et renouvelable. Bon, voilà. Là, c'était un degré supérieur. On a contraint la Grèce, pour régler sa dette énorme, à céder des actifs. Ah oui, d'accord. Et donc, à ce moment-là, cette entreprise chinoise s'est présentée et elle a négocié, et à deux reprises, elle a investi, et donc elle contrôle l'autorité portuaire. Et elle développe ce port de façon considérable, à sa manière. À l'inverse, CMA-CGM a pris récemment le contrôle d'un très important terminal portuaire à Los Angeles. Et nous avons parmi les trois grandes compagnies maritimes mondiales la chance d'avoir un acteur franco-libanais qui est CMA-CGM, qui est une entreprise, qui est une vraie réussite et qui aujourd'hui s'implante également dans le monde entier et fait les acquisitions verticales que je mentionnais tout à l'heure dans la logistique jusqu'au dernier kilomètre et dans le digital, qui est une des tendances fortes du métier du transport maritime et de la logistique. On constate aussi une augmentation des prix et des profits. Ah oui. Ça a des conséquences, enfin, je veux dire, pour nous directement en France ou en Europe? Absolument. Pour le consommateur? Ah oui, tout à fait. En fait, alors là, nous avons un phénomène qui est nouveau.
faut bien dire que les années précédant la crise du Covid, qui est à l'origine du dérèglement de la chaîne logistique, ces grandes compagnies maritimes, elles étaient en difficulté. Elles réalisaient des profits faibles, et même certaines ont disparu. Une grande entreprise coréenne, carrément, fait faillite. C'est un argument que mettent en avant les compagnies maritimes pour dire « Attendez, vous nous reprochez aujourd'hui de faire des profits importants. » Alors c'est vrai que ces profits sont très importants. Les tarifs ont été multipliés par plus de 10, très brutalement. Et il y a des prémices d'intervention des autorités publiques, notamment aux États-Unis, sur ce sujet. Il y en aura en Europe. Il y a une enquête internationale qui est en cours sur le sujet, avec le travail conjoint de l'autorité britannique, de l'autorité américaine, de l'autorité de l'Australie, de celle de la Nouvelle-Zélande, celle du Canada. Et pour l'instant, la Commission européenne n'a pas bougé. Elle bougera un jour. Alors pour nous, ça a des répercussions très concrètes. D'abord, naturellement, ça renchérit les approvisionnements. Or, il est de fait qu'à partir du moment où les conteneurs arrivent pleins d'Asie, ça veut dire que les gens achètent des produits dont le coût va se renchérir. C'est très clair. D'un autre côté, on voit qu'il y a d'autres problèmes. Il y a un dérèglement de la chaîne logistique. C'est-à-dire qu'il y a des escales qui n'ont tout simplement pas lieu, des retards, et les intermédiaires du transport se plaignent beaucoup d'un dérèglement du transport mondial, car les compagnies sont confrontées à une telle demande, ce qui explique en grande part l'augmentation des prix. Et le point de départ de tout ça, c'est la crise sanitaire. Alors, oui, parce qu'elle a renforcé un mouvement d'importation de produits en provenance d'Asie, déséquilibrant en quelque sorte la relation. Les exportateurs américains se plaignent énormément aujourd'hui, et ils sont puissants. Ils ont un lobby extrêmement puissant au Congrès des États-Unis, notamment les fermiers américains. On sait que c'est un lobby très puissant. Et ils ont eu l'oreille de Joe Biden qui intervient cette fois-ci. Parce qu'eux, ils ne trouvaient plus ou de conteneurs ou de navires pour faire repartir la marchandise. Pourquoi? Parce que les navires arrivant d'Asie devaient décharger très vite sur des quais qui restaient encombrés tellement tout le monde déchargeait, et n'avaient pas le temps d'attendre et repartaient parfois à vide pour recharger en Chine. Et donc, plein d'exportateurs américains se plaignent de ne pas pouvoir tout simplement exporter, et donc d'une perte de revenus. Et croyez-moi, l'Amérique se réveille. J'insiste sur ce point. L'Europe, pour l'instant, ne bouge pas, et le réveil viendra des États-Unis. Alors, dans l'intérêt des États-Unis et des exportateurs américains, bien entendu. Mais la Federal Maritime Commission de Washington est active, et cette fois-ci, elle travaille avec l'Antitrust Division du Department of Justice des États-Unis. Ce sont des organisations indépendantes du pouvoir exécutif, extrêmement puissantes, aidées par des centaines d'avocats. Ils font du fact-finding, c'est-à-dire qu'ils relèvent tous les incidents de la chaîne logistique pour instruire une enquête qui pourra déboucher sur des sanctions. Attention, ce n'est pas parce que les prix sont élevés que ces compagnies maritimes sont en faute. S'il y a un vrai déséquilibre de l'offre et de la demande, c'est un ajustement de l'économie de marché. Ce qui est douteux, et là il y a des vrais sujets, c'est qu'une telle concentration de l'industrie, de telles coopérations si intenses avec les concurrents, peuvent donner lieu à des échanges d'informations, à du partage de données. Le digital renforce cette transparence. Dès lors, il n'y a plus nécessairement concurrence. Il y a atteinte à la concurrence et donc possiblement entente sur certains tarifs ou frais supplémentaires exigés dans les ports pour X raisons, sur Estari, etc., etc. Et là, l'antitrust s'intéresse du coup à tout ça. Alors c'est une excellente question, Valentin, parce que c'est un secteur d'activité qui a bénéficié, depuis l'origine, d'une immunité à l'égard de l'antitrust. Et cette fois-ci, il est question de la faire sauter. Alors, ça je parle des États-Unis. Au niveau européen, un règlement européen existe qui permet naturellement la coopération entre compagnies maritimes sur des questions de transfert de conteneurs d'un navire à l'autre, de réservation de capacité, pour assurer le service mondial, mais qui interdit toute collusion de prix, tout échange d'informations. En réalité, cette transparence quasi complète est assurée aujourd'hui par des algorithmes, par des modes de gestion centralisés au sein des grandes alliances qui donnent une vue sur l'activité des membres de l'alliance, avec des compagnies qui globalement ont à peu près la même taille, les mêmes coûts mondiaux, et j'ajoute que dans beaucoup de juridictions du monde, notamment en Asie, il est permis d'échanger sur les tarifs et de s'aligner. Autrement dit, comme on a une activité mondiale, nous avons des régulateurs, eux, qui ne sont pas mondiaux, mais qui dépendent soit d'autorités nationales, soit, comme en Europe,
d'une autorité européenne qui intervient sur les marchés, mais qui ne prennent que certaines parties de l'activité et qui n'ont pas barre sur ce qui se passe sur d'autres océans. Activité mondiale, acteurs mondiaux, régulateurs divisés et non mondiaux, mais qui, vous l'avez compris, collaborent. Il y aura un réveil difficile, mais ça va prendre du temps. Voilà. Merci Philippe, c'était très intéressant. À très bientôt pour un nouvel épisode des Belles Découvertes.